Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser le triplanar mapping, ainsi que comment modifier la normale de base d'un objet en ajoutant des impacts dessus et en modifiant aussi du coup l'ambient occlusion et la curvature qui a été béquée directement à partir de la géométrie iPoly. Donc pour ça, je vais utiliser dans mes différents modèles le Torus 3. Parce que justement le Torus 3 a un petit défaut de conception qui va nous aider un peu à mieux comprendre l'utilisation du triplanar. Donc on peut voir ici sur le Torus 3 qu'il y a une jointure d'UV qui est particulièrement visible. Et cette jointure d'UV est visible en grosse partie parce qu'il y a une discontinuité de la texture. Donc on voit que les éléments qui apparaissent d'un côté ici de la jointure ne sont pas les mêmes que de l'autre côté. Et ça, c'est dû au fait que les UV ont été plutôt mal faits. Donc si j'affiche les UV, on voit qu'on a trois morceaux ici. Et donc le problème qu'on a, évidemment, c'est que la jointure est quelque part entre l'arrondi ici, la partie ronde du donut, et les deux morceaux qu'on peut voir ici. Donc forcément, on n'est pas au même endroit sur la texture, il y a une discontinuité parce que les noise utilisés par Substance Designer sont principalement des noise, enfin sont uniquement même des noise à deux dimensions, donc suivent automatiquement les UV. Donc si vous avez des UV qui sont discontinus, vous avez automatiquement une texture qui est discontinue aussi. Et donc pour corriger ce problème-là, on va utiliser le triplanar mapping. Donc le triplanar mapping qu'on va pouvoir appliquer directement au noise utilisé par le node de Dirt et de Metal Edgeware. Donc ici je vais utiliser je vais baisser le Dirt level pour n'avoir qu'un seul problème à régler à la fois, comme ça on verra mieux ce qu'on fait. Donc ici tous les problèmes de jointure viennent uniquement du Metal Edgeware. Donc le Metal Edgeware, comme la plupart des générateurs de masques, ont la possibilité d'utiliser des noise extérieurs avec un Use Custom Grunge qu'on voit ici. Et donc si je le mets à true, mon noise disparaît parce qu'il s'attend à avoir un grunge input ici avec une texture externe. Donc ici, comme ce sont des... c'est abîmé en fait grâce à l'effet de griffes, de coups en fait sur la peinture, je vais utiliser plutôt un noise qui rappelle des coups éventuellement, donc je vais utiliser le Messy Fibers. Je vais retirer les UV, voilà, donc le Messy Fibers qui sont des lignes en fait un peu dans tous les sens comme ça. Et donc évidemment si je l'applique directement ici, on voit qu'on a toujours ces problèmes de discontinuité. Pour ne plus avoir ces problèmes de discontinuité, on va utiliser donc le triplanar. On a deux nodes triplanar, on a triplanar tout court qui est en fait un triplanar couleur, et on a triplanar grayscale. Ici on va utiliser le grayscale puisque la texture qu'on utilise ici est en niveau de gris. Et donc le triplanar a besoin d'une map de position et d'une world space normale. Pour le Torus 3, je les avais déjà béqués, donc on retrouve ici, j'ai position, hop, donc qui va être le premier, et world space normal. Hop. Si jamais vous n'aviez pas béqué ces textures là pour votre modèle, vous pouvez toujours donc aller dans Bake Model Information et rajouter simplement des bakers ici avec position et world space normal. Le world space normal doit utiliser une normale en tangent space. Donc ici dans le normal map vous allez piquer en fait la normal map. Ici j'ai récupéré d'un previous baker puisque j'avais béqué la normal map from mesh ici. Et pour la position, pas besoin de tout ça, il faut juste bien s'assurer d'être en all axis. Pour la normalisation, vous pouvez soit utiliser la bounding box ou la bounding sphere. Dans ce cas-ci, je vous recommande quand même la bounding sphere parce que ça vous assure en fait que la répartition des données sur l'axe X, Y et Z sont les mêmes en fait, que une certaine différence de couleur X, Y, Z, enfin RGB
représentera une même différence de position dans l'espace x, y, z. Donc je change ça en bounding sphere, je fais OK, et donc il me rebuild automatiquement mes différentes textures. Et voilà. Et donc, mes textures, je les connecte, donc la position, ici, je m'assure que c'est bien la position, oui, donc c'est la position, et la world space normale, voilà. Et le triplanar, qu'est-ce qu'il va me générer? Il va essayer de me faire un espèce de warping, de wrapping de la texture, un peu comme si on avait fait une cube map, en fait, si on avait utilisé la même texture 2D qu'on projetait sur l'axe X, Y et Z. À la différence que quand vous utilisez du mapping cubique dans Maya ou dans n'importe quel éditeur 3D, en fait vous utilisez soit une projection sur un axe, soit une projection sur un autre. Mais vous avez généralement des jointures, enfin il y a un endroit où la projection en X va se retrouver à la frontière d'une projection en Y, et la même chose sur le troisième axe. Ici, la différence, c'est qu'on projette bien sur l'axe X, Y et Z, mais il y a de l'overlap. Et l'overlap peut être contrôlé grâce au blending contrast, par exemple. Donc je vais utiliser cette texture-là et la mapper directement donc, dans mon grunge input de mon metal edgeware. Hop. Voilà. Et donc maintenant, je n'ai plus le problème de discontinuité que j'avais avant. Enfin, on voit ici, quand j'ai un motif qui arrive au-dessus, il se prolonge en dessous de la jointure. Pareil, un peu partout. Parce que, en fait, la projection a été faite sur l'axe X, Y, Z, et donc, du coup, on tient compte de la géométrie et de l'orientation des faces du modèle pour générer une texture correcte. Donc, je disais tantôt que dans le triplanar mapping, on pouvait changer le blending, donc c'est ce qu'on retrouve ici, le blending contrast. Donc si je baisse le blending contrast, eh bien en fait on va avoir plus d'overlap entre la projection X, Y, Z. Si je le monte, on va en avoir de moins en moins, et à un moment on va voir apparaître une jointure, puisque en fait quand on met le contraste à fond, c'est vraiment qu'on a une projection sur l'axe X, sur l'axe Y et sur l'axe Z. Donc ici on voit qu'on a une jointure, mais la jointure n'est pas au niveau de l'UV, mais bien dans la texture elle-même. Donc il faut éviter d'avoir un blending contrast trop élevé, parce que ça supprime en fait tout l'intérêt du triplanar mapping. On peut modifier aussi le texture tiling, donc c'est à quel point la texture va se répéter. Donc plus je monte, plus la texture va se répéter et tiler, ce qu'on voit vraiment bien ici sur le côté. Et plus je descends, plus la texture va être étalée, va être étirée. Évidemment, si vous descendez trop, vous risquez d'avoir un problème de résolution de texture. Donc ici on commence à avoir les pixels qui sont visibles, il ne faut pas descendre trop bas non plus. Ou alors il faut s'assurer que la texture ici de base est générée dans une résolution supérieure. Vous pouvez aussi modifier l'orientation X, Y, Z de la projection. Donc ici, on voit c'est la projection sur cet axe-ci. Donc en fait, je tourne la texture en la projetant ici. Et je peux le changer, ça, sur la position, enfin sur l'axe X, Y, Z. Je peux modifier aussi les positions, donc X, Y, un offset en fait, qui me permet de décaler la projection. Donc sur un axe, sur l'autre. C'est vraiment bien visible ici sur la vue 2D de la texture. Et l'axe Z, c'est la projection au-dessus, en dessous. Voilà. Donc ça vous permet d'ajuster la façon dont le triplanar mapping est fait. Voilà, donc avec ça, on s'assure donc d'avoir une continuité dans la projection de la texture. Alors, je vais essayer d'arranger ça un petit peu plus proprement. Voilà. Et donc, cette manipulation-là, je vais la faire aussi pour le dirt.
Alors, le triplanar grayscale, bien je vais faire un CTRL-D dessus pour le dupliquer, comme ça en fait je garde les connexions vers position et normale. Et je vais juste changer le noise. Donc pour le dirt, je vais utiliser plutôt une map de style grunge. Par exemple celle-là. Hop, voilà. Et donc on voit qu'il fait exactement la même chose, il fait un espèce de warping. Donc maintenant je peux toujours modifier éventuellement les orientations. Si je veux casser un peu la continuité. Et donc dans le dirt, je vais faire la même chose, à savoir sélectionner dirt et utiliser le custom grunge qui va me rajouter donc une entrée grunge input. Et donc je vais récupérer mon noise qui était mappé et je l'applique ici dans le grunge input. Maintenant je peux remonter le niveau du grunge. Voilà. Et là on voit par exemple que le triplanar est un peu léger niveau blending. Voilà, donc en baissant un petit peu le contraste, ça donne quelque chose d'un peu mieux. Donc on voit que maintenant on a bien des tâches en fait avec des continuités, où tantôt on avait des problèmes de jointure, quoi. Donc maintenant, en changeant le noise, évidemment, vous aurez des résultats complètement différents. Donc si je prends plutôt des tâches, voilà, vous avez un résultat complètement différent. À vous de voir le genre de salissure que vous voulez mettre sur votre objet, quoi. Mettre un grunge peut-être un peu moins étiré dans un sens qui sera peut-être un peu plus générique, voilà. Voilà, et donc ici vous pouvez toujours moduler évidemment la taille qui va définir en fait la taille des tâches ici qu'on a sur l'objet. Voilà, chaque noise ayant un range de niveau de gris en fait un peu différent, vous vous rendrez compte qu'il faut généralement réajuster un peu le dirt level en fonction du noise que vous allez utiliser, pour ne pas avoir quelque chose qui soit trop marqué ou au contraire trop discret. Voilà. Donc, première utilisation possible du triplanar mapping, c'est remplacer les noise directement dans les générateurs de masques de style dirt, metal edgeware, etc. Certains générateurs de masques n'ont pas d'entrée custom grunge. Donc à ce moment-là, vous ne pouvez pas évidemment utiliser le triplanar pour faire ça. Dans les versions plus récentes de Substance, donc dans la 5.3, 5.3.2 je pense, ils ont modifié en fait les metal edgeware, dirt, etc. pour avoir non seulement du custom grunge, mais aussi pour pouvoir utiliser directement le triplanar mapping dans ces nodes-là. Donc à ce moment-là, vous n'avez plus besoin d'avoir le node de triplanar mapping. Vous cochez juste Use triplanar mapping et c'est dans ces nodes-là que vous allez directement connecter position et world space normal qui vont être nécessaires au calcul de la projection triplanaire, quoi. Voilà. Donc ça corrige le problème, enfin ça masque le problème, mais ça ne l'enlève pas complètement. Donc si je me rapproche, on voit quand même qu'il y a des problèmes de continuité, mais ça c'est normal en fait. On a une projection qui est complètement différente. Là on a une projection qui vient du dessus, là on a une projection plutôt un développement de type cylindrique. Donc forcément on a des discontinuités dans le filtrage en fait de la texture. Donc c'est ça qui est assez visible. Donc il faut quand même toujours essayer d'éviter d'avoir des UV à des endroits, enfin des joints, des UV sims à des endroits trop visibles. Donc il faut toujours essayer un peu de les planquer genre à l'intérieur ici ou ce genre de choses, si c'est possible évidemment. Dans certains cas, il n'y a pas de solution miracle, quoi.
Nous allons aussi utiliser le triplanar pour appliquer en fait des impacts sur l'objet ici. Et pour ça, on va remonter un peu dans la librairie et aller chercher dans les patterns un générateur qu'on n'a pas encore utilisé qui est le tile random. Donc le tile random qui est assez proche du tile generator, si ce n'est que on a un peu plus d'aléatoire, on va dire, dans le placement des objets. Et on peut régler une quantité assez impressionnante de paramètres. Entre autres, évidemment, la quantité d'objets qu'on veut sur l'axe X et Y, en fait. Enfin, c'est un peu combiné des deux, parce que quand on modifie le X, on a aussi le Y qui change. Mais bon, ça vous donne un peu une idée de ce qu'il y a moyen de régler ici. Donc ici je vais faire des petits impacts en fait dessus, et donc ce que je voudrais c'est donner l'impression qu'on a donné des coups dans le métal. Pour ça je vais changer évidemment le pattern. Par défaut c'est square, et il y a plein de patterns, enfin genre Gaussian par exemple, qui pourrait fonctionner correctement. Mais un pattern qui marche encore un peu mieux, c'est le Ridged Bell, qui est un peu étiré dans un sens, et qui donne un peu cette impression d'avoir un coup, comme un coup de hache, avec le métal défoncé sur le côté. Donc, grâce au XY amount, on va choisir la taille de base des coups. Donc ici, je peux donner par exemple un peu plus d'impact, de plus petite taille. Voilà. Je peux modifier l'orientation ici, mais c'est pas celle-ci qui m'intéresse parce qu'on voit ici c'est une orientation aléatoire, mais sur un axe ou sur l'autre. Disons que je peux la laisser, mais c'est pas ce que je voudrais, c'est une orientation complètement aléatoire. Et donc pour ça il faut descendre beaucoup plus bas et aller dans Shape et utiliser le Rotation Random. Et donc là je vais le mettre à 1, donc ce qui fait que l'orientation est complètement aléatoire. Elle est vraiment entre 0 et 360 degrés. Je vais modifier aussi ça pour le scale, pour éviter d'avoir tous les impacts qui est à peu près la même taille. Et donc je vais remonter le scale random. En augmentant le scale random, on se rend compte qu'on ne fait que baisser la taille des impacts. Donc je ne peux pas avoir une randomisation plus grande. Pour avoir des impacts plus gros, je vais devoir changer le scale ici. Malheureusement, on voit que je suis déjà à fond, je suis à 1, mais c'est pas grave, on peut double-cliquer dessus et mettre une valeur, enfin par exemple 10, hop, voilà. Donc 10, on voit que j'ai des impacts beaucoup plus gros, là c'est peut-être un peu exagéré. Et donc c'est moi qui vais choisir la taille maximale de mes impacts et la randomisation. Donc, voilà, donc si je trouve quelque chose d'à peu près équilibré, avec une taille à peu près de 6 et 0,8. Et je vais changer aussi la position, donc en mettant un offset random et un random. Donc l'offset random c'est uniquement latéral, et le random c'est un décalage par rapport à la position bien organisée, on va dire. Voilà, donc comme ça me permet d'avoir des impacts un peu partout où je veux, quoi. Et l'offset random permet d'avoir un peu un contrôle sur ce chaos en fait. Donc une fois qu'on a fait ce tile random et qu'on l'a tuné un peu comme on veut, on peut remarquer déjà que la génération, donc ce qu'on voit ici est prolongé au-dessus, etc. Donc en fait on a une génération qui tile automatiquement. Donc tout ce qui dépasse d'un côté réapparaît de l'autre. Et donc on va pouvoir utiliser à nouveau du triplanar. Je vais utiliser toujours du grayscale, puisque ce qu'on génère c'est du grayscale. Donc je vais faire à nouveau un CTRL D pour récupérer la connexion vers position et world space normal. Et je vais juste remplacer le noise pour projeter en fait les impacts ici. Donc là je peux déjà voir que mon tiling est un peu fort, donc je vais baisser pour éviter d'avoir trop de petits impacts.
Alors, ces impacts vont me servir à plusieurs choses. Ils vont me servir à modifier la normale, et une fois que j'aurai la normale, ça me permettra aussi de modifier la map de curvature et la map d'ambient occlusion qui est utilisée pour calculer le dirt et le metal edgeware, qui vont permettre de bien mieux voir les impacts que si je ne faisais que modifier la normal map. Donc pour la normal map, il utilise une map de grayscale pour générer une normal map, et donc ce qui est noir est considéré comme ce qui est le plus bas, et ce qui est blanc, ce qui est le plus haut. Donc ici, en fait, ce que j'ai fait, c'est un tas de boss qui ressortent, et pas un tas de boss qui rentrent. Pour avoir des boss qui rentrent, je vais utiliser un invert grayscale. J'ai mis invert, pardon. Invert grayscale. Voilà. Et donc, ça inverse l'image, donc tout ce qui était blanc devient noir et vice versa. Et ça, je vais pouvoir l'utiliser pour générer une normale avec le node normal dont on avait déjà parlé plus tôt. Donc on voit que je génère bien une normale ici. Donc cette normale, je vais la combiner avec la normale de mon modèle, ou de mes matériaux en fait, et je vais l'injecter par exemple ici. Là j'ai un node flottant. Si vous avez des nodes flottants comme ça, bah, évidemment vous pouvez les supprimer, mais une façon de faire, c'est d'aller sur le petit engrenage ici et de faire un clean qui va supprimer en fait tous les nodes flottants. Donc évidemment ici, du coup, j'ai supprimé mes nodes flottants que je venais de créer. C'est pas ça que je voulais. Mais ça vous permet de nettoyer, de retirer tout ce qui est inutilisé dans un node. Donc ici, je vais le connecter, puis je vais faire un clean après. Donc ma normale, je vais l'utiliser pour l'injecter ici, juste après mon multimatériel blend. Et donc pour combiner les deux normales ensemble, je vais utiliser un normal combine, que j'avais déjà utilisé lors de la première vidéo. Voilà. Et donc le normal combine, il utilise la normale qui vient du multimatériel blend. Donc si éventuellement dans mes matériaux j'ai déjà une normale, mais en fait il va la combiner avec cette normale que je viens de créer. Donc maintenant, ça je vais l'envoyer dans le node ici. Et donc là on voit que les impacts sont visibles sur l'objet. Enfin, ils sont visibles, on les sent, mais il faut quand même être bien orienté par rapport à la lumière pour les voir clairement. Donc pour améliorer ça, on va voir qu'il n'y a rien de tel que de modifier la curvature et l'ambient occlusion pour modifier les nodes de dirt et de metal edgeware. Donc maintenant, je peux faire mon clean sans risquer de perdre les choses. Donc hop, voilà. Donc ça maintenant, il le garde parce que c'est connecté au graphe principal et c'est vraiment utilisé. Donc mon normal ici ma normale ici va me permettre de générer donc une map de curvature et une map d'ambient occlusion. Donc la map de curvature utilise effectivement la normale pour générer. Alors oui, parfois il y a des problèmes de connexion comme ça, donc si ça va pas dans un sens, essayez dans l'autre. Généralement ça marche. Donc on a la curvature et l'ambient occlusion, elle, qui utilise une 8 map. Donc on va utiliser le node qui est juste avant la création de la normale, donc celui-ci. Hop, voilà. Et je vais double-cliquer pour voir, et on voit que maintenant ma map d'ambient occlusion est particulièrement contrastée. Le problème que je vais avoir avec une map aussi contrastée, c'est que le dirt va vraiment se déposer super fort ici, et je vais avoir vraiment des grosses taches aux endroits où j'ai des impacts. C'est pas vraiment ce que je voudrais quelque chose d'un peu plus subtil. Heureusement, le node d'ambient occlusion permet de modifier un peu les différents niveaux, donc les basses, moyennes et hautes fréquences, et le niveau de gris qui correspond au bas, moyen et haut. Donc ici, les basses fréquences, je vais un peu le baisser, enfin même franchement le baisser, pour éviter d'avoir une zone trop noire. Un peu baisser le middle frequencies aussi, et le high, éventuellement le remonter un peu, voilà.
Et on pourra modifier encore le niveau ici en fonction des résultats que ça donne directement dans le Dirt et dans le Metal Edgeware. Pour la curvature, on peut régler l'intensité, enfin ça on va voir, mais bon, a priori, avec une curvature de 1, c'est déjà pas mal. On voit aussi qu'ici on choisit le format de normal, donc ça faut bien être cohérent sur tout le graphe pour s'assurer qu'on a toujours le même mode. Donc ici j'ai toujours utilisé DirectX. Donc une fois que j'ai ces deux nodes qui ont été créés, il faut que je combine avec mes nodes, avec mes textures que j'ai béquées. Donc par exemple ici, j'ai ma map de curvature qui a été béquée et j'ai ma map d'ambient occlusion qui a été béquée. On va commencer par le plus facile, l'ambient occlusion. Donc pour combiner les deux maps d'ambient occlusion, je vais utiliser le blend. Donc le blend qui permet de fusionner deux éléments. Et donc d'un côté, je vais avoir ma map en niveau de gris, et de l'autre, j'ai ma deuxième map ici. Hop, à nouveau problème de jointure, donc voilà, je connecte dans l'autre sens. Alors, cette map, en fait, on voit que c'est la combinaison des deux. Donc j'ai l'ambient occlusion de base et l'autre. Mais pour que la combinaison se fasse correctement, il faut que je change le blending mode et que je passe en mode multiply. J'utilise le mode multiply ici parce que l'ambient occlusion par défaut est blanche où il n'y a pas d'ambient occlusion et je veux que ça combine les endroits plus sombres. Donc pour combiner les endroits plus sombres, le multiply va bien fonctionner. Donc ici on voit à nouveau les endroits béqués qui ressortent et qui se combinent bien, même si y a de l'overlap en fait. Le multiply va faire que tout va bien se passer correctement. Et donc une fois que j'ai combiné ces deux textures là, je vais remplacer l'utilisation qui était faite de la texture de base par cette texture combinée. Et donc je vais l'envoyer ici dans le Dirt et aussi dans le Metal Edgeware. Donc on voit tout de suite que les impacts sont beaucoup plus visibles maintenant, puisqu'on a de la dirt, de la crasse qui s'est accumulée. Et pour réduire la quantité de dirt, vous pouvez soit jouer sur le niveau de dirt, mais ici je voudrais pas trop impacter sur mes réglages de base. Donc je vais simplement changer dans l'ambient occlusion les différents niveaux, principalement le niveau mid ici, qui va me permettre de régler le gris moyen qu'on retrouve un peu partout ici dans le rendu de l'ambient occlusion. Et donc on voit ça commence à faire des trucs assez intéressants dans les impacts. Voilà. Voilà, donc ça marche bien pour l'ambient occlusion. Maintenant je vais faire la même chose pour la map de curvature. Donc là aussi j'utilise un blend. Donc je prends ma map béquée et je vais connecter ma map calculée ici. Alors là je vais devoir changer une fois de plus de mode de blending parce que la curvature est une map un peu particulière. Donc quand on n'a pas de curvature, on a un gris moyen. Quand on a une curvature, donc des joints des éléments qui ressortent, donc plutôt de la convexité on va dire, on va avoir une couleur plus blanche, plus claire. Et quand on a des renfoncements, donc plutôt une concavité, eh bien on a des endroits plus sombres comme on peut voir ici dans les impacts. Alors pour combiner deux textures de ce type là, il y a un mode de blending qui s'appelle Add Sub. Donc en fait il va additionner tout ce qui est clair, en fait tout ce qui est au-dessus de gris moyen va être additionné, tout ce qui est en dessous de gris moyen va être soustrait, c'est pour ça que c'est Add Sub, en fait ça fait les deux à la fois. On voit, il combine bien les deux, et j'ai bien un mix des deux textures et ça se passe plutôt bien. Donc une fois que j'ai cette texture là, je vais un peu réorganiser, voilà. Une fois que j'ai cette texture là, je vais déconnecter donc les endroits qui utilisaient ma texture de base et utiliser maintenant cette texture combinée pour le Dirt et pour le Metal Edgeware.
Et donc on voit maintenant que le Metal Edgeware a été modifié aussi. Et il y a des endroits qui sont sans doute plus visibles que d'autres. Ouais, on peut voir à certains endroits des choses intéressantes qui se passent. Voilà, donc ici on a combiné les deux éléments. Et ça se passe plutôt bien. Donc c'est vraiment le genre de choses à faire si on veut que les masques comme Dirt ou Metal Edgeware soient efficaces. Et on ne peut pas se contenter uniquement de la géométrie béquée de base. Ce qui est intéressant, c'est évidemment de rajouter des éléments par-dessus. Et donc maintenant, si je vais modifier par exemple mon générateur, ici le tile random, en changeant la taille des impacts, tout ce genre de choses, eh bien, on va voir tout de suite le résultat. Voilà. Donc je peux mettre par exemple un scale plus grand aussi, donc j'avais mis un scale de 6. Là je mets un peu moins d'impact, mais ils sont un peu plus visibles. Donc je peux même encore grandir si je veux. Mettre. On voit bien les endroits où les impacts se forment. Donc si on veut modifier, si on est content par exemple de la taille des impacts mais qu'on trouve qu'il y en a beaucoup trop, il y a un élément intéressant dans les réglages du tile random, c'est tout en dessous vous avez masque. Et là en fait plus vous montez le niveau du masque, moins vous avez d'éléments en fait. C'est la chance de disparaître en fait du masque. Donc si vous voulez, si vous mettez 0,75 par exemple, bah, les 3/4 des impacts vont être supprimés. Il ne reste plus qu'un quart des impacts qui restent visibles. Vous remarquerez aussi un défaut de la technique, c'est que la jointure est devenue un peu plus visible qu'avant. Et ça, on peut le constater sur la map de curvature, par exemple, où on voit en fait tout le contour ici, qui est un peu plus marqué. Ça correspond au bord en fait du shell du V ici. Et donc, du coup, c'est dû à plusieurs choses en fait. C'est dû à la projection triplanaire, mais c'est surtout dû à la façon dont la curvature est calculée. Elle prend toutes les petites variations qu'il peut y avoir dans la normal map et la convertit en curvature. Et la curvature, elle, est utilisée directement par le Dirt et ici le Dirt, voilà, et par le Metal Edgeware pour justement rogner le métal. Alors pour limiter les dégâts, on peut utiliser une autre variante qui est la curvature smooth, qui donne un résultat assez différent, mais qui va gommer un peu ce problème assez visible ici. Donc on a la curvature de base qu'on peut voir ici, qui est quand même assez marquée, et curvature smooth, qui est beaucoup plus soft, c'est un peu comme si on avait fait un blur dessus. Et donc, si j'utilise le curvature smooth ici dans mon blend, décidément, hop, voilà. Donc on voit que ça réduit le problème. Il y en a toujours un petit peu, mais le problème est quand même réduit. Donc, en fonction de ce que vous voulez comme résultat, si vous voulez quelque chose de plus sharp, de plus net, utilisez curvature, mais avec le risque d'avoir justement
ça qui va être marqué si vos UV, enfin si vos limites d'UV sont visibles. En dehors de ça, vous pouvez utiliser donc le curvature smooth qui donne un résultat un peu plus soft, donc c'est un peu moins marqué, mais en fait il fonctionne quand même très bien quand on voit le résultat final. Ça fonctionne assez bien. Maintenant, si vous voulez avoir, combiner en fait les impacts, des impacts de différents types, c'est assez facile. Donc ici, on avait déjà un premier tile random qu'on a utilisé qui faisait ce motif. Maintenant, si je veux en utiliser un deuxième, donc je vais changer par exemple de pattern. Je sais pas, je vais regarder un petit peu. Non, ça va pas ça. Ouais, par exemple celui-ci, et changer un petit peu la taille aussi. Donc je vais redescendre ici, oui, sur scale, non c'est shape scale. Hein. Et donc si je veux combiner ces deux éléments, à nouveau on utilise un blend. Donc ici comme les éléments sont blancs sur fond noir, naturellement on va les additionner. Donc je vais faire un add linear dodge. Donc là évidemment je vais avoir plein d'impacts. Je vais limiter un peu le nombre d'impacts avec mon random. Voilà, comme ça maintenant j'ai quelques gros impacts et un peu moins de plus petits. Enfin, évidemment, vous tunez ça comme vous voulez, vous avez énormément de possibilités quand même avec tous les paramètres. Il y a vraiment moyen de jouer sur pas mal d'aspects. Un aspect intéressant aussi, c'est justement le color random qui permet d'avoir des impacts de différentes amplitudes, donc des impacts plus marqués, des impacts moins marqués, comme s'il s'était moins enfoncé en fait. Et donc je vais le faire aussi sur l'autre, donc color random. Voilà, donc ça permet d'alléger un peu aussi ici, de ne pas avoir tous les impacts avec la même intensité. Donc on voit ici, ça fait des choses assez intéressantes, par exemple l'impact ici donne un résultat pas mal. Voilà. Et si vous n'êtes pas content de la répartition des impacts, vous pouvez toujours évidemment refaire un randomize, donc changer le random seed qui va vous donner une répartition différente pour les deux évidemment. Donc chaque random seed donne un résultat différent. Et donc n'hésitez pas à jouer avec tous les paramètres. Quelque chose qui est assez intéressant aussi, c'est que vous avez un pattern input. Donc le pattern input, quand vous regardez sur le node dans pattern, vous pouvez prendre pattern input et donc du coup utiliser un truc extérieur. Donc je pense qu'il y a shape par exemple qui vous permet de créer des formes de base. Donc là vous avez square, disc. Donc là on retrouve toutes les formes, mais vous pouvez les filtrer pour avoir quelque chose de moins régulier. Donc par exemple on peut repartir d'un reach bell, mais faire un warp dessus par exemple. Je vais utiliser un noise Berlin noise ici, là. Donc là ça me permet de faire une déformation plus ou moins forte. Et donc j'ai la force ici du warp. Peut-être prendre une distance un peu. Hop. Je sais pas si je peux monter plus haut. Voilà, une intensité plus forte. Voilà. Et donc ça, l'utiliser comme pattern input. Hop. Et donc maintenant on voit il utilise cet impact là à plusieurs endroits et on voit ça fait c'est beaucoup plus bosselé. Voilà. Et donc là maintenant je choisis la quantité
d'impact, plus ou moins gros, plus ou moins orientés de la même façon, etc. Donc ça, enfin, n'hésitez pas à jouer sur tous les paramètres pour faire des choses plus intéressantes. Donc on voit ici, on a vraiment des endroits plus fripés, on va dire, plus bosselés. Voilà. Donc tout est combinable. N'hésitez pas à jouer avec tous les nodes pour voir un peu ce que ça offre. Et il y a vraiment moyen de faire des choses très intéressantes en combinant des éléments simples.